il dit et il décrète que désormais, le 14 janvier, est chômé et payé pour tout le peuple malien. Et s'appellera journée de la souveraineté retrouvée. Ça, c'est la décision du leader du Mali. Le peuple malien vient de gagner une journée supplémentaire, chômé et payé. C'est une bonne nouvelle pour le monde des travailleurs, de tous ceux qui perçoivent des salaires réguliers. C'est très clair. Car là, que ce soit l'État ou l'entreprise privée, eh bien, seront obligés de débourser un peu plus pour le bonheur des travailleurs, des salariés. Mais il y a quelque chose qui est important, c'est l'expression « journée de la souveraineté retrouvée ». Là-dedans, il y a deux mots-clés, le mot « souveraineté » et le mot « retrouver ». Si vous les avez loupés, ça ne sert à rien d'avoir lu ce communiqué. D'abord, que signifie la souveraineté? La souveraineté, c'est le caractère de celui ou celle qui est souverain ou qui est souveraine. La souveraineté, c'est l'idée selon laquelle il appartient à chaque peuple de choisir son destin. Le mot souveraineté dérive du latin superus, S-U-P-E-R-U-S, qui signifie supérieur, le supérieur. Le principe de souveraineté consiste à dire, dans les régimes de type démocratique, que c'est le peuple qui est le supérieur. Dans les régimes monarchiques, c'est le monarque, le roi, qui est le souverain. Dans les régimes dictatoriaux, c'est le dictateur qui est le souverain. Dans les régimes démocratiques, c'est le peuple, démos, en grec, renvoie à la notion de peuple, qui est le souverain. Mais dans le régime africain du Mali Koura, qui est le souverain? Eh bien, c'est le peuple qui est le souverain, mais il y a une formule à la fin du communiqué qui doit rappeler que le régime malien est en train de s'acheminer vers une renaissance à l'intérieur de la civilisation traditionnelle négro-africaine. Puisque le communiqué finit par la formule suivante, que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Vous avez donc deux types de souveraineté qui sont implicites dans la conception africaine de la souveraineté. D'accord? Il y a la souveraineté populaire. C'est de cela que parlent les trois principes de gouvernement du Mali. Le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien. Ça renvoie à ce qu'on appelle globalement la souveraineté du peuple. Mais le président Goïta et tous les membres du gouvernement malien et la plupart des gouvernements africains qui ont une connaissance de la tradition politique africaine finissent toujours leur communiqué par une invocation à la bénédiction divine. Sur la terre, le peuple est le supérieur de l'ordre politique. Mais dans l'univers, Dieu est le supérieur de tout ce qui existe. Dans la tradition africaine. Dans la tradition africaine, l'ordre politique qui doit être mis au service du peuple, cet ordre doit s'efforcer de pratiquer en toutes circonstances une justice qui ressemble à la justice divine. De telle façon que le concept négro-africain de souveraineté combine la souveraineté démocratique avec la souveraineté spirituelle. La souveraineté populaire n'a de valeur pour l'Africain que si c'est une souveraineté qui s'inspire des justes lois qui président à l'ordre du cosmos. Et là, je vous fais découvrir le concept africain de souveraineté, c'est le concept de Mahat. Sans le dire explicitement, le gouvernement malien pratique la Mahat. La vérité, justice, solidarité, que nos ancêtres considéraient comme le potomitan de l'ordre politique. La souveraineté négro-africaine, dans la civilisation négro-africaine, c'est l'harmonie entre le monde matériel, le monde d'ici-bas et le monde d'en haut. Entre le matériel et le spirituel. Voilà la souveraineté africaine. L'harmonie entre le monde matériel et le monde spirituel. Je vous donne quelques exemples qui prouvent que le gouvernement malien là, la révolution du Mali Koura est une révolution de la Mahat. Depuis que ce gouvernement est arrivé, j'espère que vous avez remarqué que la terre du Mali a recommencé à être extrêmement féconde. Depuis que ce gouvernement est arrivé, le Mali s'est avéré capable de payer ses factures, y compris pendant une période de sanctions. Le Mali a été capable de payer ses factures, de faire fonctionner son pays. Le Mali s'est positionné comme aujourd'hui l'un des plus grands producteurs d'or africains. Maintenant, c'est de nouveau avéré.
Certains avaient oublié que le Mali est une terre d'or. On le sait maintenant. Vous avez vu les lingots d'or industriels produits sur place au Mali. Ce qui fait que le Mali est un pays capable d'acheter tout ce qu'il veut, sans passer par la Banque de France, sans passer par la BCAO. Le Mali peut acheter actuellement tout ce qu'il veut. Parce qu'il a tout ce qu'il faut pour acheter tout ce qu'il veut. Deuxième élément intéressant, le Mali est passé premier producteur de coton. La terre du Mali a donné plus de coton que n'importe quelle autre terre en Afrique. Premier producteur de coton. Pendant cette période de crise. Premier producteur de coton. C'est pour vous dire que lorsque la justice politique s'installe, le monde divin, le monde spirituel, lui aussi, répond présent. Et vous voyez comment la terre devient féconde. Troisième exemple. Le Mali, là, pendant cette période de crise, le Mali s'est classé deuxième producteur africain de riz. Deuxième producteur africain de riz. Le Mali. Dans des conditions exceptionnellement difficiles. Ce pays retrouve une fécondité qu'on croyait à jamais perdue. On croyait ce pays dédié à vivre grâce à l'aide alimentaire de l'ONU. Dédié à vivre grâce à la pitié du monde. Don de tel, don de tel, don de tel. Ah, on a obtenu des dons de tel. Le Mali est en train de retrouver sa dignité en récupérant progressivement sa capacité d'exister par lui-même et pour lui-même. Je donne ces exemples pour vous montrer la notion de souveraineté. Nous, Africains, ne pouvons pas entendre la notion de souveraineté seulement à partir de l'idéologie démocratique qui dit que la souveraineté vient d'en bas. Non. La souveraineté vient d'en bas lorsque ceux qui dirigent le peuple font preuve d'un effort de se rapprocher de l'exemplarité divine. Lorsque les dirigeants du peuple s'efforcent de s'appliquer à eux-mêmes la justice, lorsqu'ils sont justes envers le peuple, et puis lorsqu'ils sont rigoureux et sévères envers eux-mêmes, alors là, la volonté de Dieu se réalise sur la terre. Ça devient donc une justice cosmique. Et ça correspond exactement au concept négro-africain de Mahat. La Mahat, ce n'est pas seulement la justice sur terre, c'est la justice entre la société et les animaux, la société humaine et la société animale. C'est la justice entre la société humaine, les sociétés animales et les sociétés végétales. C'est la justice entre la société humaine, les sociétés animales, les sociétés minérales. C'est la justice entre la société humaine, les sociétés animales, les sociétés végétales, les sociétés minérales et les sociétés invisibles. Donc, c'est une justice cosmique. Et c'est ce que le Mali est en train de pratiquer. Notre notion de souveraineté, nous, Africains, n'est donc pas simplement une notion qui vient d'en bas. C'est une notion qui renvoie à l'harmonie entre ce qui est en bas et ce qui est en haut. Le rapprochement de l'idéal avec la réalité quotidienne. Je voulais commencer par commenter le premier paragraphe en creusant le concept de souveraineté. Elle ne vient pas que d'en bas. La dernière formule dit que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Mais qu'est-ce qui bénit le Mali et qui préserve les Maliens? C'est la pratique de la justice. C'est l'amour de la vérité. C'est la solidarité entre les gouvernants et les gouvernés. C'est la solidarité entre les Maliennes et les Maliens. C'est la solidarité horizontale et la solidarité verticale. Lorsque dans une société, la solidarité horizontale, c'est-à-dire entre les citoyens, et la solidarité verticale, c'est-à-dire entre les gouvernants et les gouvernés, se rencontrent, lorsque ces deux solidarités se rencontrent, nous avons Mahat. Vérité, justice, solidarité. Et alors là, même la terre se met à surprendre les hommes. Un homme jette 2 grains, il obtient une récolte tellement abondante qu'il se demande ce qui lui arrive. C'est le grand mystère de la justice. Lorsqu'une société pratique la justice, le cosmos même s'organise pour donner à cette société ce qu'il lui faut pour être heureuse, digne et libre. C'est ce que nous voyons au Mali. Avec très peu au départ, ils sont en train de faire beaucoup. Des choses qui paraissaient impossibles à faire au Mali, les Maliennes et les Maliens sont en train de se rendre compte qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent construire leur centrale thermique, ils peuvent construire leur pont. Ah tiens, ils peuvent construire de nouveaux immeubles administratifs. Ah tiens, ils sont capables de mener des projets sans s'endetter. Ils peuvent faire des choses sans personne. Les Maliens sont en train de le faire. Et c'est là qu'on doit insister sur le mot « retrouver ». Pourquoi le président Assimi Goïta dit « souveraineté retrouvée ». Mais parce qu'il fait référence à une période où le Mali était une référence en Afrique et dans le monde. Mais quand est-ce que le Mali était une référence en Afrique et dans le monde? Avant la traite négrière, avant la colonisation et avant les pseudo-indépendances des années 60. Qui en réalité étaient des indépendances sur le papier, mais en réalité la colonisation continuait, sous forme indirecte. Si le président Modibo Keïta a été chassé du pouvoir, c'était parce qu'on voulait imposer aux Maliens, au peuple malien,
la continuité du régime néocolonial. Donc, la notion de retrouver signifie que la souveraineté était perdue. Le Mali n'était plus libre. Mais il n'était plus libre depuis quand? Depuis que les négriers, les colonialistes, les néocolonialistes se sont installés à la tête du Mali. C'est tout. Et là, il s'agit de retrouver une dignité perdue depuis des siècles. Une souveraineté perdue depuis des siècles. Et qui a été récupérée par éclair pendant la période, l'intermède de la présidence du président Modibo Keïta. Cette souveraineté, à la fois donc populaire et spirituelle, commençait à être retrouvée lorsqu'elle a été interrompue par la reprise en main du Mali, directe et indirecte par les puissances néocoloniales. Donc, la notion de retrouver est une notion extrêmement profonde. Retrouver, c'est trouver ce qu'on avait perdu. C'est ça, retrouver. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une interruption de souveraineté. Pendant toute la période de la traite négrière, pendant toute la période de la colonisation, pendant toute la période de la néocolonisation, pendant toute la période de la France-Afrique, la souveraineté malienne était suspendue. Dans ma langue maternelle, le Bassa au Cameroun, on dit, en Bassa, pour désigner cette période-là, Koundé Iseri, c'est-à-dire que notre indépendance est suspendue. Notre liberté, notre dignité a été mise en suspens. Elle a été mise entre parenthèses. Koundé Iseri. Koundé, en langue Bassa, signifie la souveraineté, l'indépendance. Le Mali avait sa souveraineté suspendue. Et pour le président Goïta, c'est une date essentielle que la date du 14 janvier, parce que c'est une date à partir de laquelle le peuple malien a refait corps. Il y a eu une mobilisation, une solidarité horizontale entre tous les Maliens, toutes les Maliennes, et il y a eu une solidarité verticale entre le peuple malien et ses gouvernants. Et il y a eu une soudure matocratique au cœur du Mali, autour de ce 14 janvier. C'est ce qu'il fallait comprendre, la notion de souveraineté retrouvée. Du coup, si on a compris cela, on comprend que tous les autres pays africains qui ont un itinéraire comparable à celui du Mali doivent retrouver leur souveraineté. Et pour retrouver leur souveraineté, ils doivent abolir les relations négrières, les relations colonialistes, les relations néocolonialistes. Ils doivent abolir le système de la France-Afrique. C'est très clair. Et qui dit abolir la France-Afrique dit retrait totale des armées néocoloniales françaises du sol des pays d'Afrique dite francophone. Abolition, suppression du franc CFA. Je dis bien abolition et suppression du franc CFA, qui est une monnaie coloniale. Qui dit retrouver notre souveraineté dit fin de l'imposition des dirigeants africains par des coups d'État néocoloniaux, par des rébellions néocoloniales, par des intrusions des puissances néocoloniales et impérialistes, par des terroristes et des stratèges du chaos maîtrisé. Fin de tout cela. Ce sont les peuples africains, en âme et conscience, avec la bénédiction du Tout-Puissant, qui vont choisir leurs dirigeants. Enfin, quatrième point, la souveraineté retrouvée, c'est la souveraineté culturelle. C'est le fait que les Africains, les peuples africains, les États et les gouvernements africains ont décidé de promouvoir les langues et les civilisations africaines comme langues et civilisations officielles de l'Afrique. Ce n'est pas qu'on refuse, le polyglottisme, le multilinguisme. Non, on ne refuse pas. Les Africains continueront toujours, s'ils le veulent, de parler plusieurs langues. Mais d'abord, les langues africaines. L'Afrique africanophone. Et cette africanophonie étant la condition pour retrouver les vibrations de la tradition ancestrale africaine. Et donc, justement, bien comprendre cette notion de souveraineté dont je vous parle. Cette notion de maat. Si elle est expliquée dans nos langues, on comprend encore mieux qu'en l'expliquant en français ou en anglais ou en portugais. Voilà pourquoi ce programme, moi, je le dis toujours dans ma langue africaine, celle que je maîtrise le mieux, le Bassa. Jamlibi souliyele bisonda bi pula sibi hu mambay map. Jamli yoneli ba liyele moni mi wip masebele France fa mi habi Afrika. Jamli yonela liyele bana ba ane ba manola ban sebele ba ane ba Afrika ba pula siba bi hiebe mengo ba habi Afrika. Jamli yonelina liyele bon ba Afrika ba pot di limb di Afrika. Voilà comment on dit ça en Bassa Bantou d'Afrique centrale. Et c'est clair. C'est très clair. C'est ça la souveraineté. On passe au deuxième paragraphe. Dans le deuxième paragraphe, le président Goïta et ses compagnons nous disent que c'est une décision qui vise à magnifier
la grande mobilisation inédite et historique des millions de Maliens de l'intérieur, de la diaspora, ainsi que des amis du Mali pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Ce qui est intéressant dans ce deuxième paragraphe, c'est que le président Goïta transforme la grande mobilisation historique du 14 janvier 2022, il la transforme désormais à une date mémorable du calendrier national malien. Il l'introduit désormais dans les vestiges de la grande histoire du Mali. Pourquoi fait-il cela? C'est expliqué dans le paragraphe. Parce que c'est ce jour-là, du 9 janvier 2022, qu'on a essayé d'assassiner pour toujours, de tuer le peuple malien. Pourquoi a-t-on essayé d'assassiner et de tuer le peuple malien? Parce que le peuple malien a décidé, à travers ses dirigeants, il a décidé de combattre les terroristes sans s'appuyer sur les impérialistes qui les ont fait venir. Je recommence. Pourquoi a-t-on décidé, un 9 janvier 2022, à travers les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, de tuer le Mali? Parce que le peuple malien et les dirigeants du Mali Koura ont décidé de combattre le terrorisme au Mali sans s'appuyer sur les puissances impérialistes qui ont fait venir le terrorisme. Voilà le crime de lèse-majesté contre la France-Afrique, le crime de lèse-majesté contre le néocolonialisme, le crime de lèse-majesté contre le colonialisme, le crime de lèse-majesté contre le négrisme. Voilà ce pourquoi il a été décidé d'exécuter le peuple malien, le gouvernement de transition du Mali, l'espérance africaine du Mali, un certain 9 janvier 2022. D'ailleurs, je vous rappelle que le 23 décembre 2021, 16 pays occidentaux signaient un communiqué violent, virulent, menaçant le Mali de coups et blessures si le Mali continuait à coopérer avec la Fédération de Russie dans sa lutte antiterroriste. Le communiqué existe, il est là. Et les dirigeants des puissances occidentales, signataires de ce communiqué, avertissaient le Mali qu'ils allaient actionner l'Union africaine, actionner la CEDEAO pour frapper le Mali si le Mali ne se soumettait pas à la dictée, que dis-je, au diktat de l'impérialisme français et occidental. Ils avaient été clairs. Là, le deuxième paragraphe vise à nous rappeler que les relations entre le gouvernement de transition, entre le peuple malien et la CEDEAO et l'UEMOA ne sont pas au beau fixe. Elles ne sont pas au beau fixe. Le président Goïta rappelle à son peuple que la lutte continue. Ces organisations-là, la CEDEAO et l'UEMOA, ne sont pas des organisations au service des peuples. Ce sont des organisations au service de la domination néocolonialiste et impérialiste. Ce ne sont pas des organisations au service de l'Afrique. Ce sont des organisations au service des ennemis de l'Afrique. Ce deuxième paragraphe a pour but de le rappeler au peuple malien et à toutes les Africaines et à tous les Africains du monde. Le président Goïta indique à son peuple de ne pas s'assoupir, de ne pas s'endormir. Ne vous assoupissez pas, ne vous endormez pas. Nous dit implicitement le président Goïta. Ils sont toujours là, ceux qui, le 9 janvier, nous ont imposé des sanctions illégales qu'aucun texte de l'UEMOA ni de la CEDEAO ne permettait. Ils nous ont imposé des sanctions illégitimes. Ils n'ont pas le droit de nous punir. Qui plus est, en arrachant nos propres biens, en confisquant notre propre argent. Non pas que nous leur demandions de nous prêter de l'argent, mais ils confisquent nos biens souverains. Et des sanctions inhumaines, parce que pendant ces 7 mois, beaucoup de personnes ont perdu la vie au Mali, parce que l'État malien avait été privé de ses moyens traditionnels pour fonctionner de manière optimale. Le deuxième paragraphe a pour but de rappeler aux Maliens et aux Maliens que l'instauration du 14 janvier comme journée de la souveraineté retrouvée signifie que la lutte continue et que l'ennemi est toujours dans la CEDEAO et l'UEMOA. Contrairement aux apparences, on a entendu un satrape reptilien dire récemment qu'il souhaitait restaurer des relations normales avec le Mali, mais il n'y a que des naïfs et des niais pour ne pas comprendre qu'il s'agit d'un langage de vipère, pour endormir le Mali et le frapper, pour se venger d'avoir été déculotté par le Mali. J'espère que vous savez très bien que les mots doux qui sortent de la bouche d'Alassane Dramane Ouattara sont en réalité des mots codés de méchanceté. Il s'agit de la doctrine exactement inverse de la noirceur démoniaque hémoglobinaire de son cœur. Et donc le deuxième paragraphe dit ceci aux Maliens. Attention,
Nous n'oublierons jamais ce que nous ont fait la CEDEAO et l'UEMOA. D'autant plus que ni la CEDEAO, ni l'UEMOA n'ont adressé de message de pardon, n'ont adressé de communiquer pour s'excuser d'avoir fait souffrir illégalement, illégitimement et inhumainement le Mali. Vous avez bien remarqué que le 3 janvier, ils ont levé leurs sanctions, mais sans avouer qu'ils avaient eu tort. Ils ont levé leurs sanctions, mais sans reconnaître qu'ils mériteraient, eux, d'être sanctionnés pour avoir illégalement, illégitimement et inhumainement fait souffrir le Mali. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vous a fait du mal, mais qui ne reconnaît pas qu'il vous a fait du mal, vous savez que cette personne est toujours prête à vous faire du mal. Je recommence une deuxième fois. Lorsque une personne, ou une organisation, ou un pays, qui vous ont fait du mal, ne viennent pas se repentir, ne viennent pas reconnaître, ne viennent pas réparer le mal qu'ils vous ont fait, vous savez, de manière incontestable, que cette personne, ce pays, cette organisation, se prépare à vous faire toujours davantage du mal. Le deuxième paragraphe est donc très profond. Le président Goïta et ses compagnons disent au peuple malien, l'ennemi ne dort pas. Ne vous laissez pas endormir. La grâce accordée aux 49 voyous d'Alassane Draman Ouattara ne signifie pas que nous avons confiance en lui. Elle ne signifie pas que nos relations avec la CEDEAO et l'UEMOA sont au beau fixe. Attention, nous savons qu'Alassane Draman Ouattara et une bonne partie des chefs d'État de ces organisations néocolonisées continuent d'ourdir et de préparer des plans morbides et sordides contre nous. Ne vous laissez pas endormir, ne vous laissez pas emballer dans une quelconque forme d'euphorie. La lutte continua. La lutte continua. La lutte continue. Le deuxième paragraphe a pour but de réveiller les Maliennes et les Maliens qui commençaient à dormir en disant « Enfin, ça va ». Ça ne va pas. La souveraineté est un combat de tous les jours, surtout dans un monde où on est entouré de gouvernements vassaux. On est entouré d'Africains traîtres, sans dignité, d'Africains aplaventristes, reptilisés, décérébrés, d'Africains sans colonne vertébrale, Africains serpentins, comme Alassane Draman Ouattara ou Oumaro Sissoko Embalou. Quand on est entouré de gens comme Mohamed Bazoum, quand on est entouré d'individus douteux et hautement dangereux pour la paix et la sécurité de la sous-région, y compris de leur propre pays, comme Alassane Draman Ouattara ou Macky Sall, on ne dort pas. On dort d'un œil. On garde l'œil sur eux. Car eux, ils ne changeront jamais leur manière inimitable de s'asseoir. Tant pis pour celui qui les croit. C'est lui qu'il broie. Une deuxième fois. Tant pis pour celui qui les croit. C'est lui que ces gens-là broient. Une troisième fois. Tant pis pour celui qui les croit. C'est celui-là même qui les a crus que ces gens-là vont manger cru. C'est ce qu'ils sont. D'invétérés soumis. D'accord? Ok. Maintenant, troisième paragraphe. Le président Goïta insiste, il dit à titre de rappel, le 9 janvier, le peuple malien a été injustement sanctionné par ces organisations régionales. Donc, ces organisations régionales sont injustes envers le peuple malien. Ce sont des organisations ennemies en fait du peuple malien. Parce que quand vous avez des organisations régionales qui sont injustes envers vous, elles sont vos ennemis. Le président Goïta dit, ce sont nos ennemis, ces gens-là. Parce que leurs injustices envers nous, elles ne les ont pas reconnues. Elles ne s'en sont pas repenties. Elles n'ont pas demandé pardon. Et elles cherchaient encore, au mois de décembre 2022, une occasion de nous frapper. Vous vous souvenez de la sortie du président de la commission de la CEDEAO, Aliou Touré. Vous vous souvenez de la sortie de l'individu éperdu d'Embalo, président de la conférence des chefs d'État de cette organisation chaotique de la CEDEAO. Vous vous souvenez de leur réunion tenue à New York pour menacer le Mali. Donc, le président Goïta dit, attention, nous ne devons pas oublier ce qu'ils nous ont fait le 9 janvier 2022. Ils voulaient nous empêcher de choisir nous-mêmes le chemin de notre transition, de choisir nous-mêmes nos futurs dirigeants. Il ne faut pas oublier qu'ils n'ont pas changé, ils vont continuer à vouloir nous empêcher. Le président Goïta dit, attention, la CEDEAO et l'UEMOA vont continuer à tout faire pour nous empêcher de mener des réformes politiques et institutionnelles décisives et d'organiser des élections. Car en fait, les sanctions avaient pour but d'empêcher qu'il y ait des élections. Les sanctions avaient pour but, Alassane Ouattara lui-même l'a dit avec Boubou Cissé, de faire tomber
en 2 semaines, maximum 2 mois, le gouvernement de transition. C'était ça le but des sanctions. Il s'agissait de faire échouer la transition. Le président Goïta dit, ils n'ont pas changé. Je vous informe qu'ils n'ont pas changé. Et justement, pour que vous n'oubliez pas cela, nous instaurons le 14 janvier pour augmenter votre vigilance. Alors, comment va-t-on augmenter la vigilance du peuple malien? Comment va-t-on augmenter la vigilance des amis du peuple malien? C'est ce qui est expliqué dans le 4e paragraphe. Dans le 4e paragraphe, le président Goïta et ses compagnons prennent le temps d'expliquer aux Maliens pourquoi le 14 janvier a été décrété désormais journée de la souveraineté retrouvée, chômée et payée. Eh bien, il s'agit de renforcer le sentiment patriotique. Renforcer le sentiment patriotique. C'est-à-dire amener chaque Malienne et chaque Malien à comprendre que son bonheur individuel passe par le bonheur de son pays, le bonheur de sa patrie. Si le Mali ne va pas bien, aucune Malienne, aucun Malien ne pourrait s'estimer heureux. La condition du bonheur individuel, c'est que le bien commun soit assuré. Car lorsque le bien commun, lorsque la res publica, la chose commune est protégée, alors chaque personne peut s'épanouir.